parler de Fast and Furious 8 ou The Fate of the Furious, qui peut se traduire par le destin du furieux, ou alors par le sort du furieux, mais je reviendrai plus tard sur le titre. C'est un film réalisé par, je sais plus son prénom, Gary Gray. C'est avec Vin Diesel, The Rock, Charlize Theron, Jason Statham, Kurt Russell, Scott Eastwood, le mec qui joue Roman, je sais plus comment il s'appelle, Ludacris, Michelle Rodriguez, que j'ai oublié, je suis bête. Voilà, en gros, on reprend l'équipe d'avant. Il y a juste pas Paul Walker parce qu'il est mort pendant la production du 7ème film, et qu'il a été décidé de pas le ramener dans les films suivants. Pour info, il va y avoir 3 films, une trilogie à mon avis. C'est-à-dire qu'il y a le 8, le 9 et le 10, et après le 10, Vin Diesel a dit qu'il arrêtait. J'ai vu le film 2 fois au cinéma. La première fois, j'ai bien aimé certains trucs, j'ai été déçu globalement, même si j'ai aimé le film. Et la deuxième fois que je l'ai vu, je trouvais que la pilule passait vachement mieux. C'est-à-dire que les défauts que je voyais dans le premier film et qui me semblaient énormes, ben finalement, bon, ils sont pas si énormes que ça, voire même on les voit pas tant que ça. Et des trucs que je trouvais maladroits, finalement, ça passe très bien au deuxième visionnage. Donc je pense que c'est un film qui est à revoir. Et comme tous les films de la saga, plus on les voit, plus on les aime en réalité. À condition évidemment d'aimer les personnages. Si on n'aime pas les personnages, ça sert à rien. J'ai fait une critique de Fast and Furious 7 il y a 2 ans. Ce que je dis du 7, je peux le dire du 8 aussi. Je pourrais faire exactement la même critique. Donc pour pas me répéter, il y a plein de trucs que je dirais pas, mais qui sont valables pour ce film aussi. Donc je vais attaquer la critique par les points pas bien. Première critique, au premier visionnage, je trouvais que la réal était vraiment moyenne, qu'elle n'apportait rien, qu'elle empruntait à des trucs que James Wan avait fait, que Justin Lin avait fait, et les trucs qu'il apportait, c'est-à-dire des hyper ralentis, etc. Je trouvais qu'il passait vraiment mal et je trouvais que la réalisation était mauvaise. Bon, finalement, quand j'ai vu le film la deuxième fois, j'ai trouvé que la réalisation était pas si mal que ça. Elle est pas grandiose, mais elle est pas si mal que ça. Il y a plein de trucs qui sont bien réalisés, bien filmés, bien cadrés. Et en réalité, ce qui me gênait dans les ralentis, etc., c'est premièrement qu'ils étaient mal placés. Deuxièmement, qu'ils étaient pas raccords avec le plan d'avant, le plan d'après. Et troisièmement, surtout, c'est le son qu'on met sur les ralentis. À chaque fois, on met une espèce de avec une espèce de distorsion du son, et ça je trouve que c'est un effet qui est un peu pourri, et ça c'est un effet que David Yates a utilisé dans The Legend of Tarzan. Il l'utilisait très mal parce que ce mec est un mauvais réalisateur. J'ai critiqué 2 de ses films que sont Les Animaux Fantastiques et The Legend of Tarzan. Je vous invite à aller les voir, j'explique mieux pourquoi j'aime pas sa réalisation. Mais sinon la réal ça peut aller, si on enlève le son qu'on met sur les ralentis, le fait qu'il soit mal placé en général, et qu'il y a pas mal de plans qui sont répétitifs, par exemple un plan où un personnage va faire un salto en l'air et la caméra va le suivre, une voiture se retourne et la caméra va la suivre. Déjà James Wan l'avait fait 2-3 fois dans le film et j'avais trouvé que la première fois ça marchait et les fois d'après ça marchait moins. Là il le répète beaucoup plus de fois il me semble. Après l'histoire des ralentis ça peut être juste aussi un problème de montage, s'il faut machin Gary Gray voulait pas faire des ralentis comme ça, c'est le monteur qui s'est lâché. Bon ça je sais pas. Ensuite au niveau de la réal, ce qui me gêne en fait, c'est sur les bagarres. C'est-à-dire que c'est souvent très mal cadré, les plans sont trop courts, mais ça c'est le montage. Et il n'y a pas réellement de raccord entre les plans. C'est une suite de bonnes idées qui sont collées les unes aux autres. Et puis voilà. J'aime bien que le tout soit lié, et là c'est pas le cas. Après ça bouge beaucoup aussi dans les bagarres, c'est ça qui est dommage. Ensuite, troisième mauvais point entre guillemets, c'est que Vin Diesel est très en retrait niveau action. C'est-à-dire bon ben il fait pas grand chose niveau action, ce qui est dommage. Mais du coup il laisse la place, un peu comme Stallone dans Expendables 3 en fait, où il est un peu en retrait niveau action, mais du coup ça laisse la place aux autres personnages. Par exemple les personnages de The Rock et de Jason Statham ont plus de place dans ce film là. Donc c'est un mal pour un bien quelque part. Ensuite au premier visionnage je trouvais que le rythme s'essoufflait au fur et à mesure qu'avançait le film. Mais en fait le truc c'est que dans les 3 premiers quarts d'heure on visite beaucoup de lieux, il se passe beaucoup de choses avec beaucoup de personnages, et ensuite sur le reste du film il y a moins de lieux différents, il y a moins d'évolution dans l'histoire. C'est pour ça que je trouve que le rythme s'essouffle un peu, mais sinon il se passe pas moins de choses à la fin qu'au début. Ensuite, sans vouloir spoiler, le film n'a pas de réelle conclusion. Tous les films d'avant se terminaient, la saga pouvait s'arrêter là et c'était bon. Là on n'a pas de réelle conclusion, c'est à dire que si la saga s'arrête là, on reste sur des trucs sans réponse et c'est dommage. Ensuite, la narration est parfois foireuse. Par ça, il y a juste un point de détail, c'est que à un moment, on nous fout un flashback qui a rien à foutre à cet endroit-là, mais j'ai l'impression qu'ils savaient pas où le foutre, et du coup, ils l'ont mis à ce moment-là, mais du coup, ça casse toute l'intensité de la scène, et ça, je trouve ça dommage. Ensuite, il y a le personnage de The Rock qui est un peu ridiculisé par rapport à ce qu'il était dans le 5, 6, 7, où c'était un mec hyper sérieux, etc. Et là, il est un peu ridiculisé. Moi, ça me gêne par rapport au personnage que j'aimais bien avant. Maintenant, ça amène une nouvelle facette du personnage que j'aime bien aussi. Du coup, je suis un peu deg de perdre le The Rock du 5, 6, 7. Et en même temps, je suis content de voir ce The Rock là qui est marrant, quoi. Et même dans son jeu d'acteur, on voit qu'il joue pas de la même manière. Avant, il était toujours la tête en avant, sourcils froncés, toujours regarder à droite, à gauche, etc. Là, il est plus tout comme ça. Là, il est plus sur ses appuis en arrière. Il se tient droit, il fronce pas spécialement les sourcils, il est plus posé, il sourit plus, etc. Donc bon,
il joue pas de la même manière. Et ensuite, le dernier mauvais point, jusque-là, les mauvais points sont supportables. Le dernier mauvais point, c'est que j'ai moins l'impression, par rapport aux autres films, qu'ils évoluent dans un monde. J'ai plus l'impression qu'ils évoluent dans un film plutôt que dans un monde. C'est-à-dire que par exemple la scène d'action finale elle se passe au milieu de la pampa et que tout ce qu'ils font n'a pas d'impact sur le monde réel. Contrairement par exemple à la fin du 5 où ça se passe dans Rio et chaque fois qu'ils cassent un truc, il y a des gens, etc. Dans les autres films, ce qu'ils font a un réel impact sur le monde et là, comment ça s'appelle ? Et là, moins. Il y a une scène qui se passe dans la ville, mais tellement qu'elle est énorme cette scène, et tellement qu'elle est particulière aussi, au final on peut pas vraiment dire que ce qu'ils font a un impact sur la ville. On se croirait plus par exemple dans un jeu vidéo, plutôt que dans le monde réel entre guillemets. Et ça me gêne en général dans les films. Mais bon, ces mauvais points sont largement compensés par les bons points, qui sont... Premièrement, on reste dans le thème de la saga, c'est-à-dire, enfin en tout cas la saga où il y avait Vin Diesel, ça parle de la famille. Et ça je développerai dans les spoilers. On a 3 visions de la famille qui s'affrontent entre guillemets dans ce film, dont 2 qui sont importantes, qui sont celles de Vin Diesel et celle de Charlize Theron. Et ensuite il y a la vision de Jason Statham mais qui est plus présente dans le 7. Mais vu qu'il est là, on a quand même ces 3 visions de la famille, qui sont intéressantes et qui font réfléchir. Parce que ça c'est un truc qui me saoule aussi. Moi aussi je pensais que Fast and Furious c'était une saga de beauf. Je pensais que c'était une saga bas du front qui était là pour divertir le beauf le dimanche après-midi. Et en fait, c'est pas parce que la saga met en scène des scènes d'action complètement irréalistes et qu'on peut penser débiles, etc., que le film est débile. Et les films Fast and Furious laissent une grande part à l'émotion. Même si ça met en scène Vin Diesel qui est serré dans son Marcel et qu'on peut considérer comme un bœuf élevé aux hormones, et The Rock qui transpire dans n'importe quelle situation, c'est-à-dire que même dans le set, quand sa seule activité c'est de tamponner des dossiers dans son bureau, mais même là il transpire à mort, etc. Donc c'est pas parce que ces films-là jouent avec les codes du cinéma et s'en amusent pour offrir un divertissement, etc., que ces films sont des films débiles. Ces films ont souvent des messages, que ce soit conscient ou inconscient, en tout cas ces films véhiculent des messages, en général c'est des bons messages. Donc ces 3 points de vue sur la famille sont très intéressants. Ensuite on a Charlize Theron en méchante. Charlize Theron, je trouve que là où elle excelle, je trouve, c'est quand elle joue la méchante. Dans Young Adult elle est géniale, dans Les Blanches-Neiges et le Chasseur elle est géniale. Je dis pas que c'est des grands films, mais en tout cas elle est hypnotisante. Et là elle joue la méchante. Je pensais qu'elle viendrait, qu'elle jouerait la méchante, qu'elle se bastonnerait à la fin contre Michelle Rodriguez, et puis c'est tout quoi. Et en fait non, dans ce film là elle a un look, elle a des motivations, elle a une histoire qui nous est pas donnée mais qu'on ressent dans sa façon de réagir à la situation, etc. La façon dont elle jouit de l'impuissance de Vin Diesel dans le film. Quand je dis impuissance, quand je dis jouir et impuissance, je parle d'impuissance, c'est-à-dire qu'elle le maîtrise, pas... bref, vous avez compris. Quand à un moment donné du film elle commence à perdre le contrôle, elle joue super bien. Enfin, Charlize Theron, je trouve qu'elle est faite pour jouer les méchantes. Je pensais qu'elle était venue dans la saga comme ça juste parce qu'on avait sorti le chéquier, qu'on y avait dit tiens regarde, hop, on te fait un beau chèque de 10 millions et tu viens faire la méchante dans le film. Et en fait pas du tout, à mon avis elle est venue parce qu'elle avait un vrai rôle quoi. Ensuite le film a une bonne morale où on parle de rédemption, de pardon. Ça j'en dirai pas plus, je développerai dans les spoilers. Mais je trouve que c'est un message qui est super important parce que sinon, si à aucun moment donné, je l'ai déjà dit dans des vidéos, si à aucun moment donné il n'y a pas quelqu'un qui pardonne, qui accepte de pardonner, à ce moment-là, comme disait Gandhi, œil pour œil et le monde deviendra aveugle. Ou la phrase de Jésus, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ou quand il disait, qu'as-tu donc à parler de la paille qui est dans mon œil, enlève donc la poutre qui est dans le tien et ensuite tu pourras m'aider à retirer la paille du mien. Autrement dit, il faut regarder ses propres torts, ses propres défauts et ensuite voir si on est à même de juger les autres. Parce que si ce que tu reproches à l'autre c'est de vouloir se venger et que toi ce que tu veux faire c'est te venger de sa vengeance, ça n'a aucun sens. Et le film parle de pardon et de rédemption et ça je trouve ça vachement bien. Ensuite le film est toujours what the fuck au niveau scène d'action, etc. C'est-à-dire que le film à des moments se torche avec la crédibilité. Il s'en fout complètement. Du moment qu'on te fait une bonne scène d'action dans ce film, voire une scène d'action qui te fait rire, je veux dire il y a des trucs, j'en parlerai sûrement dans les spoilers. Il y a des trucs tellement que c'est n'importe quoi, ça fait rigoler. Je me dis même pas, ah c'est bête, ils y ont pas pensé. Évidemment qu'ils ont pensé que c'est pas possible. Faut pas se croire plus intelligent que les mecs qui ont fait le film. À ce moment-là, c'est tellement what the fuck que les mecs savent que c'est pas possible. Mais ils te le font quand même parce qu'ils se disent, à l'écran ça va faire un truc marrant ou ça va faire un truc grandiose ou machin. Et ça, je trouve ça cool. Qu'il y ait des scénaristes qui écrivent des trucs comme ça, des trucs qui sortent du réel, qui s'affranchissent du réalisme. Parce que le réalisme, on voit ce que ça donne. Ça donne des films à la Nolan qui ont des scènes d'action complètement plates, qui sont à peine sauvées par la musique si le compositeur est bon. Mais sinon, ça donne juste des scènes d'action un peu pourries, quoi. Donc le fait qu'il y ait des scènes d'action what the fuck, moi je trouve ça franchement bien. Ça nous ramène un peu aux actionneurs des années 80-90 de Stallone et Schwarzenegger et moi j'adore ça. Ensuite, il y a quelques dialogues bien écrits, des punchlines de The Rock qui sont franchement marrantes, des punchlines de Statham qui sont vachement marrantes. La relation entre Statham et The Rock est vachement bien dans le film. Il parle d'ailleurs de faire un spin-off sur eux. À mon avis, ce serait une mauvaise idée parce que ça remplirait pas un film. Mais non, dans ce film-là, les deux sont super marrants, je trouve. Ensuite, autre bon point, mais qui est valable pour tous les films de la saga où il y a Vin Diesel, c'est que Vin Diesel, je trouve qu'il
il est super bon dans ce rôle-là. Le personnage est génial. Enfin, il est génial. Il faut pas être un génie pour écrire le personnage de Dom Toretto, mais je trouve que ce personnage lui va vachement bien. Et c'est le rôle de la vie à Vin Diesel. Et c'est pour ça qu'il va aller jusqu'à 10, parce qu'il n'a pas forcément d'autres rôles, ou alors il y a les films Riddick apparemment, où il est vachement maintenant, je sais pas, je les ai pas vus. Mais ce rôle lui colle à la peau, je trouve. Et quand on le voit en interview, etc., il est pas du tout comme Dom Toretto. Il se comporte pas du tout pareil, etc. Et ça me fait penser à une citation de Stallone qui disait que, à un moment donné de sa carrière, Stallone, il a dit: j'ai cru que je pouvais jouer de tout. J'ai cru que quand on était acteur, on pouvait tout jouer. Et il dit: je pense que c'est faux. Quand on est un acteur, on peut jouer 2-3 rôles qui nous vont bien, qu'on arrive bien à jouer, qu'on comprend, qu'on arrive à habiter. Mais sinon voilà, donc chaque acteur devrait se concentrer sur les rôles qu'il sait bien jouer, et essayer d'exceller dans ce rôle-là plutôt qu'essayer de toucher à tout et finalement faire que des trucs moyens. Et je trouve que Vin Diesel est vachement bon dans ce film. Et je trouve ça cool qu'ils annoncent des films jusqu'au 10. Ce qui nous amène à, je pensais que Fast and Furious 8 serait le film de trop. C'est-à-dire qu'à chaque film, il y a un élément important. Par exemple, dans le 4, il y a la mort de Letty. Dans le 5, il y a l'évasion de prison de Dom et sa fuite et sa traque par The Rock. C'est quand même pas rien, la traque par The Rock. Ensuite, dans le 6, il y a le retour de Letty. Donc à chaque fois, il y a un élément important dans le film. Dans le scénario du 7, il n'y avait rien de vraiment important, sauf que c'était le dernier film avec Paul Walker. Autrement dit, ça en faisait un film important dans la saga Fast and Furious. Et là, ça risquait d'être le film de trop dans le sens où on n'a plus rien à raconter. Et en fait, si, puisqu'ils ont trouvé le truc, c'est-à-dire que Dom rejoint les méchants parce qu'il est tenu par les partis, on va dire, parce qu'il n'a pas le choix et du coup, il affronte son équipe. Donc je trouve que c'est un élément nouveau dans la saga Fast and Furious et je trouve ça vachement bien. Et d'ailleurs, en parlant du choix, il y a un truc qui est bien aussi que j'ai pas dit au niveau moral, c'est que justement, le personnage de Dom Toretto dit qu'il n'a pas le choix dans le film de rejoindre les méchants. Il le dit dans la bande-annonce, donc c'est pas du spoil. Mais en réalité, il a le choix. Comme dit Peter Parker dans Spider-Man 3, on a toujours le choix. On a le choix entre des choix pourris, choisir ou un pire de ça, mais on a toujours le choix. Et le fait que Dom Toretto dise je n'ai pas le choix, ça montre qu'il élimine d'office le pire choix, c'est-à-dire le choix qui pourrait être bien pour lui mais mauvais pour les autres. Et ce choix-là, il l'élimine de suite. Et c'est ça qui fait que le personnage de Dom Toretto est un personnage bien, bourré de valeurs, qu'on devrait valoriser quand on parle des films Fast and Furious, plutôt que de dire ouais c'est un bœuf shooté aux hormones, mon expression qui sait pas jouer, etc. On devrait regarder le rôle de Dom Toretto plutôt que critiquer Vin Diesel, que c'est un personnage de bof, etc. Je pense que les gens qui disent que Fast and Furious sont des films de bof, je pense qu'ils devraient plus s'intéresser à ces films-là. Et je pense que ces gens-là, sans vouloir insulter personne, ne sont pas si intelligents qu'ils veulent bien se le dire. Sinon, ils verraient que les films Fast and Furious ne sont pas des films vides. Et que dans tous les cas, j'ai tendance à dire, la médiocrité est très intéressante. Ça ne veut pas dire que la médiocrité est plus intéressante que le reste, mais ça veut dire qu'en gros, tout est intéressant, même la médiocrité. Autrement dit, quelqu'un qui se refuse de voir des choses médiocres en disant ça c'est pas pour moi je prends que les choses intelligentes, c'est pas une attitude intelligente parce qu'on peut réfléchir sur tout. Tout peut être une base de réflexion. Et si vous voulez réfléchir par vous-même, il vaut mieux réfléchir à des choses qui semblent anodines comme Fast and Furious, plutôt qu'à aller lire Nietzsche, etc. Où on va prendre ce que dit Nietzsche et l'accepter ou le rejeter, puis si on l'accepte, juste le répéter, et il n'y aura eu aucune réflexion en réalité, puisque toute la réflexion aura été faite par Nietzsche. Donc voilà, un peu d'humilité, et arrêtons de traiter la saga Fast and Furious de saga de beauf. Pour conclure, c'est un film que je conseille, mais globalement, si je conseille pas ce film en particulier, je conseille la saga en entière. Ce film-là, je lui avais mis 6 sur 10 après mon premier visionnage. C'était une note objective, entre guillemets, étant donné qu'on ne peut pas objectivement juger une œuvre, on peut objectivement juger son ressenti face à l'œuvre, et mon ressenti ça valait 6 sur 10. Mon ressenti à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire que le film est exempt de défauts ou bien que c'est le film du siècle ou quoi que ce soit, mais actuellement je lui mettrais 7 ou 8 sur 10. Ça paraît débile comme ça parce que voilà, mais en fait j'aime beaucoup ce film finalement. Donc voilà, à partir de maintenant je vais passer au spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas, et si vous avez vu le film, vous pouvez regarder. Et je vais essayer un petit peu d'aller un peu plus loin qu'une vision. C'est bien parce qu'il y a de l'action, et c'est bien parce que c'est what the fuck et que ça se prend pas la tête. Donc voilà, je vais approfondir 2-3 points. Je vais pas analyser, je dis juste, je fais pas des analyses. Je regarde un film, je vois à quoi ça me fait penser, je vois ce que je ressens devant le film, et ensuite j'en parle, et puis c'est tout. Mais je fais pas d'analyse, je regarde pas un film en essayant de décrypter la volonté du réalisateur. Peut-être que le réalisateur, tout ce que je vais dire dans les spoilers, s'il faut, le réalisateur n'y a pas pensé, le scénariste n'y a pas pensé, etc. Mais au final, je m'en fous. Je veux dire, l'important c'est le film. Je parle du film, je parle pas des intentions. Comme j'ai l'habitude de le dire par rapport à pas mal de trucs, je suis pas dans The Voice, je suis pas là pour juger des gens. Je regarde un film et je livre mon ressenti, et puis c'est tout. Donc bref, je vais essayer d'approfondir un peu tout ça. Et pour ceux qui s'arrêtent là, à plus.
On a trois visions de la famille. On a la vision de la famille de Toretto, c'est-à-dire que ce qui compte c'est la famille, etc. Et il la défendra jusqu'au bout. Mais lui, il a une vision de la famille dans le sens où sa famille, on l'a choisi. C'est les gens avec qui on grandit, c'est nos amis, etc. Et qu'on considère comme notre famille. Et puis voilà. Quand il parle de famille, il parle pas de sa mère, de son père, etc. Il évoque son père dans le 5. Mais il n'est jamais question de sa famille biologique. Je veux dire, Brian, c'est autant son frère que Mia et sa sœur. Et il mourra de la même manière pour sauver Mia que pour sauver Brian, que pour sauver n'importe qui dans le groupe, quoi. Donc il a ce sens de la famille-là. C'est-à-dire, on choisit sa famille. Le sens de la famille de Statham, c'est autre chose. C'est-à-dire que lui, même si sa famille c'est une malédiction, c'est-à-dire qu'il a son petit frère qui fait n'importe quoi, et puis bon, il le dit dans le début du set, il dit depuis que t'es tout petit, tu cherches les embrouilles, et à chaque fois c'est moi qui termine les embrouilles, parce que t'es de ma famille, parce que t'es mon petit frère, et que jusqu'au bout je te défendrai. Donc lui, il a une vision très biologique de la famille, c'est-à-dire que ta famille c'est ta famille, et puis en gros tu dois faire avec, point. Et dans lui, il change un peu, parce qu'il finalement il rentre dans la famille de Dom, donc sa famille, il l'a choisi, même s'il garde son lien de sang avec son frère, jusqu'au bout. Et avec sa mère, où il obéit à sa mère, parce que c'est sa mère, et puis voilà, quoi. Et ensuite on a un troisième sens de la famille, qui est le sens de la famille de Charlize Theron, qui dit, la famille et le sentiment d'attachement qu'on a par rapport à sa famille, c'est un mensonge biologique qui est là pour favoriser la pérennisation de l'espèce. Et elle donne l'exemple du crocodile en disant t'amènes ton enfant au bord de l'eau pour boire, il se fait bouffer par un crocodile, la douleur que tu ressens, c'est pas que t'es triste d'avoir perdu cet enfant-là, c'est juste ton cerveau qui te dit pour l'espèce c'est pas bien, la prochaine fois tu te souviendras d'à quel point t'as mal maintenant et tu ne laisseras pas ton enfant boire au bord de la rivière parce qu'il peut se faire bouffer par un crocodile et que c'est pas bon pour l'espèce. Et du coup elle dit c'est un mensonge biologique. Et ça, on peut trouver ça très pragmatique, trouver ça très froid comme raisonnement. Et ça vient s'opposer à la vision de la famille de Dom Toretto. Et la réponse de Dom Toretto à ce moment-là, c'est en gros de dire ton raisonnement, j'en ai rien à foutre, je défendrai ma famille jusqu'au bout et puis voilà. Autrement dit, on oppose un certain pragmatisme, un certain déterminisme, où on voit les choses de manière très biologique, etc., très chimique, à une vision, je dirais, de foi de Dom Toretto. C'est-à-dire, je sais que j'ai mal quand on fait mal à ma famille, je sais que je suis content quand ils sont heureux, c'est tout ce qu'il me faut. J'en ai rien à foutre de savoir que c'est un mensonge biologique ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, leur malheur est le mien, donc jusqu'au bout, je me battrai pour eux. Et ça, c'est ce que la foi fait de mieux, en fait. Et je trouve que ce message-là, dans le film, est vachement bien. Dans la vie, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Bon, ben, ce que dit Dom Toretto, en gros, c'est mes amis, c'est ma famille, et ma famille, je la défendrai jusqu'au bout. Et dans le set, il y a ces deux visions de la famille qui s'affrontent un petit peu, et Dom Toretto veut venger Anne de Jason Statham, et Jason Statham voulait venger son frère de l'équipe à Toretto. Autrement dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Si chacun se venge de l'autre, au final, tout le monde est mort à la fin, et c'est terminé. Et ce que fait de bien Dom Toretto dans le 8, c'est qu'il renonce à sa vengeance, et il pardonne quelque part, vu qu'à la fin ils boivent tous un coup ensemble, il pardonne à Jason Statham, et du coup, à la place d'être dans une situation négative où tout le monde veut se venger, tout le monde veut se buter, on est à la fin dans une situation positive où les gens sont bienveillants les uns envers les autres. Statham sauve le fils à Toretto, Toretto pardonne à Statham, et au final tout va bien. Autrement dit, il y a une belle place pour le pardon dans le film, et ça je trouve ça vachement bien. Et il y a l'acceptation de la rédemption aussi, c'est-à-dire que Jason Statham accepte de se repentir, et son action de repentance, c'est de sauver le fils à Toretto. Ouais, il ne s'agit pas de pardonner à n'importe qui, il faut quand même que les gens qui veulent être pardonnés donnent des gages pour être pardonnés. Ensuite, un truc que j'aime beaucoup, qui est marrant. Ensuite, un truc que j'aime beaucoup, c'est la relation Statham-The Rock dans le film. C'est quasiment une comédie romantique. C'est-à-dire qu'au début, ils se détestent, et puis finalement, ils passent du temps ensemble, et finalement, ils s'aiment bien. Et maintenant, ils vont se marier symboliquement, dans le sens où ils vont peut-être avoir un spin-off à tous les deux, sans Vin Diesel, sans tout ça, mais juste The Rock et Statham. Donc je trouve ça assez marrant. Et ce qui est marrant dans le film, c'est que The Rock, si vous regardez la saga, du 5 au 8, personne ne rit jamais à ses punchlines. À chaque fois, il balance des punchlines et personne ne rit, personne ne dit rien. Parce que c'est des punchlines qui sont adressées aux spectateurs. Et là, le premier mec qui rigole à une punchline de The Rock, c'est Jason Statham. Le moment où The Rock dit quand tout ça sera terminé, crois-moi bien que je vais te rentrer les dents dans la gorge et que tu seras obligé de te passer une main dans le derche pour pouvoir te les brosser. Et là, il y a un petit silence et Jason Statham rit à sa blague et là, à ce moment-là, ça crée du lien. C'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est la manière dont on crée du lien entre les personnages dans les films. Et finalement, je m'aperçois que je suis vachement sensible à ça. Et Mel Gibson l'a très bien fait dans Tu ne tueras point. Où tout le film, c'est ça, c'est Desmond Doss qui crée du lien avec les autres et il irradie de ses bonnes valeurs tout le monde autour de lui. Un truc qui m'a gêné dans le film, c'est la fin, c'est-à-dire que il y a Toretto qui a son fils et il l'appelle Brian. Alors ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que on se demande pourquoi il l'appelle Brian, sachant que Brian est censé être vivant, donc de manière méta, c'est un hommage à Paul Walker. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Quand il dit je vous présente Brian, j'ai trouvé ça vachement bien. Encore une fois, Vin Diesel
montre qu'il n'oublie pas Paul Walker. Et quand je dis Vin Diesel, je parle pas de Vin Diesel, je parle du personnage de Vin Diesel, mais c'est le scénariste Chris Morgan qui est responsable de ça. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Le problème, c'est que comme Paul Walker est censé être vivant dans le film, enfin Brian, il n'y a pas de raison d'appeler son fils Brian. Et sachant que l'histoire est terminée, je vois pas pourquoi Brian vient pas manger avec eux. Apparemment dans le film, ils se disent qu'ils se sont fait une promesse de laisser Brian en dehors de leurs histoires, etc. Sauf que premièrement, bon, les histoires sont terminées au moment où... Ah, quoique. On peut dire que les histoires sont pas terminées vu que Cypher est pas morte. Et donc elle pourrait revenir, etc. Et donc ils mettent Paul Walker en dehors de ça. Ça peut tenir à la limite. Le problème, c'est que il mettait Paul Walker en dehors des histoires parce qu'il avait un enfant justement. Ben là, c'est plus le seul à avoir un enfant vu que Toretto a un enfant aussi. Donc je vois pas pourquoi Toretto, dans le film 9 et 10, irait se battre comme Cypher, etc., etc. Et pas Paul Walker, vu qu'à ce niveau-là, maintenant ils sont sur un pied d'égalité, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un enfant, donc tous les deux quelque chose à défendre, et qu'il n'y a plus raison de mettre Paul Walker d'un côté et pas Toretto. Donc ça, je trouve que ça pose un petit problème. Et du coup, pour la suite, je sais pas comment ils vont faire. Ensuite, il y a le côté que Charlize Theron n'est pas morte ou n'est pas emprisonnée ou quoi que ce soit, et ça c'est dommage. Parce que du coup, on a un petit goût de non-fin à la fin. Mais c'est peut-être parce qu'ils arrivent au bout de leurs idées, ils savent plus quoi faire, et donc là, peut-être qu'ils se sont dit, on va faire une trilogie sur Cypher, ou Cypher sur la grande méchante. Du coup, un mot sur les motivations de Charlize Theron. Charlize Theron est géniale dans le film, je l'ai déjà dit. Quand je dis qu'elle est géniale, ça veut pas dire qu'elle fait des trucs extraordinaires et qu'on devrait lui filer un Oscar. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est hyper juste, que son personnage est bien, et que en tant que méchante, je la trouve hypnotisante, cette femme. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que on a Charlize Theron qui a 41 ans, on a Michelle Rodriguez qui a 38 ans. C'est-à-dire que les rôles féminins ne sont pas tenus par des jeunettes de 20 ans, etc. Et les jeunettes de 20 ans dans le film, eh ben, c'est les filles en mini-short qui se dandinent au début du film, dont on voit même pas la tête et dont on se fout de la tête en réalité. C'est un truc qui est marrant aussi dans les Fast and Furious. C'est The Panda a fait une vidéo il y a pas longtemps sur Fast and Furious et Pilote, je sais plus ce que c'était. Et il parlait de l'aspect politique. Bon, je sais plus si je suis abonné à In The Panda ou pas. Enfin bref, j'ai vu sa vidéo. Bon, premièrement, il parle de politique, c'est pas la politique. Politique, c'est la gestion de la communauté. Comment on gère la communauté. C'est pas ce dont il parle. Ce dont il parle, c'est d'idéologie. Autrement dit, je suis d'accord avec lui, il a raison. Dans chaque œuvre, il y a une idéologie. Qu'elle soit consciente ou inconsciente de la part de l'auteur, il y a une idéologie forcément. Et même s'il ne veut pas mettre d'idéologie, dans la lecture que feront les spectateurs, il y aura une idéologie. Autrement dit, tout est matière à idéologie. Tout est matière à réflexion. Et dans la saga Fast and Furious, il y a une idéologie, évidemment. Et lui, il parle d'idéologie par rapport au féminisme, en disant que dans les premiers Fast and Furious, les filles elles avaient un rôle tout pourri à montrer leurs fesses, etc. Et qu'au fur et à mesure de la saga, avec Michelle Rodriguez, que la saga venait à se moquer de ses débuts en critiquant le fait qu'il y ait des filles à poil, etc. etc. Et il disait que ça s'était brisé par une punchline de Michelle Rodriguez dans le 5. Bon, premièrement, Michelle Rodriguez n'est pas dans le 5, elle revient dans le 6. Elle est au début du 4 et elle revient dans le 6. Ensuite, je trouve qu'il y a une évolution dans la saga Fast and Furious, mais elle n'est pas aussi flagrante que ça. C'est-à-dire que si on regarde la saga Fast and Furious, il y a toujours eu plus ou moins deux modèles de femmes. La femme objet, c'est-à-dire la femme, on va filmer ses fesses quand elle se dandine à côté d'une voiture, etc. Mais qui n'a aucune existence. Et puis, les rôles féminins. Donc il y a des rôles féminins plus ou moins forts. Le rôle de Michelle Rodriguez est un personnage de femme forte. Le personnage de Charlize Theron aussi. Le personnage d'Elena aussi. Le personnage de Ronda Rousey, même si c'est une sous-fifre dans le 7 aussi. Gina Carano dans le 6 aussi. Donc les personnages féminins forts, il y a toujours eu dans la saga Fast and Furious. Et ce que j'aime bien justement dans cette saga, c'est qu'on nous montre deux modèles de femmes. Alors il n'y a pas de modèles de femmes qui existent dans la réalité, mais en tout cas on a un mode 2. Le modèle de femme qui existe en tant que personne, et ensuite le modèle de femme qui existe en tant qu'accessoire d'autre chose. C'est-à-dire l'accessoire à bagnole, qu'on va foutre sur la bagnole, elle soit jolie. L'accessoire à mec, elle va être au bras de mec, etc. Dire que les films Fast and Furious sont des films qui sont phallocrates ou n'importe quoi parce qu'il y a des femmes obligées dedans, c'est à mon avis stupide dans le sens où il y a aussi des femmes fortes, ou en tout cas des femmes qui existent en tant que personnes et qui ont de vrais traits de caractère, qui sont identifiables en tant que personnes. Donc voir uniquement le modèle de femme objet, c'est vraiment regarder les choses à travers le prisme du féminisme un peu idiot, je vais dire, un peu bébête, et ne pas voir les choses dans leur ensemble. Une fille qui regarderait la saga Fast and Furious et qui se dirait à la fin du film « Oh, j'ai tellement envie d'être sans personnalité, de me foutre en mini-short et de me dandiner sur une bagnole », quelque part c'est qu'elle a rien compris à la saga Fast and Furious. Et si on lui présente deux modèles de femmes et qu'elle choisit
le modèle de femme qui se dandine sur une bagnole plutôt que le modèle de femme qui a du caractère, qui s'affirme dans un groupe de mecs, etc. et qui est respectée en tant que personne et pas en tant que la fille du groupe, ben quelque part tant pis pour elle. Quelque part elle mérite d'être un accessoire si elle veut être un accessoire, cette fille-là. Mais on peut pas reprocher à la saga de présenter les femmes comme des objets, etc. C'est pas vrai. On a 2 modèles de femmes dans la saga. Bref, j'en reviens à Cypher. Ce qu'elle nous dit, elle nous fait son histoire du crocodile en disant que le crocodile qui bouffe le gamin, ça envoie un signal aux parents qui se dira la prochaine fois je laisserai pas traîner mon enfant au bord de la rivière. Et elle dit juste après ça, les gouvernements, etc., je serai leur crocodile à eux. Chaque fois qu'ils franchiront la ligne, je serai là. Autrement dit, son plan, c'est elle vole les codes des missiles, etc. Elle balance des missiles nucléaires et à partir de là, elle dit, voilà, le big boss, c'est moi. Tous les gouvernements, à chaque fois que vous ferez quelque chose que je considère comme immoral, je serai là pour vous frapper. Et quelque part, son plan, il est bon. Je veux dire, d'un point de vue moral, il est bon. On est dans le compromis moral, mais il est bon. C'est-à-dire que si pour sauver des millions d'innocents, elle en tue quelques centaines, tuer une centaine de personnes, c'est mal. Ce n'est pas moral. En sauver des millions, c'est moral. À partir de là, on est dans le compromis moral. C'est-à-dire que si pour en sauver des millions, il faut en tuer quelques centaines, c'est quelque chose qu'elle est prête à faire. Et sans état d'âme ni rien. Elle voit les choses de manière très froide, etc. apparemment dans le film. Donc voilà, ce personnage-là est très intéressant et ça aurait pu être développé par exemple dans Assassin's Creed. Au début du film, on nous dit qu'il s'engage à servir le bien même s'ils doivent faire le mal. Et ensuite, c'est pas du tout développé en film, donc c'est pourri. Et ça, je pense que ce sera développé dans le 9, où on nous dira l'histoire de Cypher et où on comprendra que, ok, elle est méchante, mais elle est méchante pour les bonnes raisons, ou en tout cas pour ce qu'elle croit être les bonnes raisons. Et du coup, elle me rappelle un petit peu le personnage de Valentine dans Kingsman. Il se dit pas je fais le mal, il dit je fais le bien, je suis là pour le plus grand bien, mais pour faire le plus grand bien, il faut que je fasse des choses mal. Donc à mon avis, c'est pas juste une méchante bébête qui est là pour dire c'est moi la plus forte et je vole les codes nucléaires et ensuite je fais tout péter. À mon avis, c'est pas ça, il y a un message et je pense que le message sera développé dans le 9. Et le personnage, quelque part, est un personnage qui, malgré le fait que ses actions soient immorales, le résultat peut potentiellement être moral. Si elle arrive à empêcher des guerres en faisant des choses mal, les guerres ça fait beaucoup de morts, si elle arrive à empêcher des guerres comme ça, ben au final ce sera la plus grande héroïne de l'histoire. Je veux dire, si quelqu'un en tuant par exemple, je sais pas, 20 000 personnes avait évité la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, il me semble que c'est 50 ou 60 millions de morts. Donc c'est intéressant sur le compromis moral, mais c'est pas assez développé dans ce film-là pour vraiment l'étayer, c'est juste sur un dialogue comme ça. Hors sujet, il y a une phrase que j'adore de Vin Diesel dans le film, où Charlize Theron fait son discours, et dans son discours, elle fait comprendre à Vin Diesel qu'elle le tient. Elle le tient par les coronesses, et elle s'en amuse, etc. Et Vin Diesel, il dit rien, et au bout d'un moment, il chope le siège à Charlize Theron, il la retourne, il se met face à elle, il dit, le problème à poser son pied sur le cou d'un tigre, c'est que tu peux plus l'enlever. Et à partir du moment où il dit cette phrase, on comprend que Vin Diesel, il sait très bien qu'il est tenu à ce moment-là, mais qu'au moment où il sera plus tenu, c'est fini pour tout le monde, il va se retourner contre elle et puis voilà. C'est le genre de phrase que j'aime bien en parlant de punchline ou quoi. J'adore la rivalité entre Statham et The Rock. Le moment où The Rock frappe contre les murs, etc. et Statham lui dit quoi, c'est tout ce que tu peux faire, sérieux, c'est tout ce que tu peux faire avec tes muscles gonflés à l'hélium là. Et The Rock il prend tellement mal que ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le banc en béton qu'il y a dans sa prison, il arrache du mur et il commence à faire des haltères avec. Ça n'a aucun sens. Il fait des haltères en regardant droit dans les yeux de Statham en disant regarde comme je suis fort. Enfin bref, ils sont en compétition tous les deux. Au final dans le film ils sont les meilleurs ennemis quoi, et j'aime bien cette relation. Et ce jour-là, avec mes petits poings, je prendrai ta gueule pour un tam-tam. Je suis à environ 45 minutes d'enregistrement là, donc je vais faire très vite. Je terminerai sur le personnage de Scott Eastwood, qui pour moi, il faudrait que je revoie le film, je l'ai vu que 2 fois, mais pour moi, il représente le pragmatisme, le réalisme qui serait tiré d'autres films, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est cohérent ce qu'il dit. Si on était dans le monde réel, on réfléchirait comme il réfléchit lui. Et à chaque fois qu'il dit un truc, soit on se fout de lui, soit il se fait exploser. Par exemple, le moment où The Rock va aller en prison et qu'on lui dit bon, tout ça c'est des histoires diplomatiques, etc. Nous on sait très bien que c'est pas toi. Mais il faut que tu fasses des aveux, fais des aveux. Nous on fait semblant qu'on te met au placard et en fait en sous-main, hop, tu continues à travailler pour nous. Et The Rock il dit hors de question, moi j'ai mon honneur, etc. Je ferai pas d'aveux, je suis pas un criminel, je ferai pas d'aveux, je sortirai de là à ma manière, et puis voilà. Donc là, le personnage de The Rock, il a sa fille à l'extérieur, il n'y a aucune raison qui disent non je reste en prison alors qu'on lui fait une proposition pour le sortir de prison et que de toute façon personne ne le connaît, donc tout le monde s'en fout de ses aveux, etc. Le personnage de Scott Eastwood, voyant qu'il refuse, qu'est-ce qu'il fait? Il met en avant sa fille en disant et si on parlait de votre fille un petit peu, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour votre fille. Et là qu'est-ce qu'il fait The Rock? À la place de se dire je le fais pour ma fille et puis voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Il est menotté, il pète ses menottes et il chope il chope Scott Eastwood par la gorge et il le soulève, il le plaque contre le mur à l'horizontale. Et j'arrête pas de dire Clint Eastwood à la place de Scott Eastwood. Et Scott Eastwood
Il se retrouve dans une position totalement ridicule, quand il parle, avoir la voix complètement étouffée, à faire ah, excusez-moi, etc. Et au final, c'est l'image du film, c'est-à-dire que le film te dit j'en ai rien à foutre du réalisme, etc. Ce qui doit être réel, c'est les émotions, et puis c'est tout. Et le reste, on s'en fout. Et le réalisme et le pragmatisme qui est représenté par Scott Eastwood, se fait railler et se fait exploser pendant tout le film. Jusqu'au moment où, juste avant la scène finale, ils savent pas ce qu'ils vont faire comme plan, etc. Et il y a Scott Eastwood qui chope une hache, explose la vitre d'un petit placard où sont rangées toutes les clés des voitures qu'il y a autour, et il dit allez les gars, c'est bon, on prend les voitures et on y va. Autrement dit, c'est un truc complètement débile. Pour amener son plan complètement débile, alors que jusque-là il avait été pragmatique, pour amener son plan complètement débile, il fait un truc complètement débile. C'est-à-dire que une petite vitre complètement ridicule, il prend une hache pour la péter, autrement dit c'est de la surenchère. Et en plus, le hangar, il est à lui. Je veux dire, il bosse là, c'est lui le boss ici. Il a la clé pour ouvrir le petit placard. Il est pas obligé de péter la vitre, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il pète la vitre, mais en plus il prend une hache pour péter la vitre. Et ça amène à un plan qui est complètement crétin, mais qui va donner une bonne scène d'action. On a le pragmatisme qui se fait railler pendant tout le film, qui se fait exploser pendant tout le film, et à la fin, le pragmatisme se dit, bon, et puis basta, on fait n'importe quoi, et puis voilà, du moment que le film est bien. Bref, au final, le film est bien, le film n'est pas bête, le film est marrant, le film, je trouve, est assez bien écrit, même s'il y a cette histoire de flashback là, où ils nous foutent le flashback en plein milieu de la scène finale, où on va sauver le gamin. Cette scène, on devrait rester sur cette table. On devrait voir sa progression dans l'avion, etc. On devrait avoir peur pour lui qu'il ne se fasse pas buter avant d'arriver au gamin, etc. Et au final, on entrecroise ça, sa progression, avec une scène de flashback où on nous explique de pourquoi il n'est pas mort et comment il était au courant d'eux, etc., etc. Donc bref, j'ai fait une critique très très rapide, c'est une mini critique. Comme j'ai pas le film, je ne peux pas montrer des extraits, montrer pourquoi j'estime que les dialogues sont bien écrits à tel ou tel endroit. J'ai pas les dialogues précis en tête, donc c'est vraiment une vision d'ensemble. Et puis voilà. Et juste un truc que j'oublie aussi, je parlais de rédemption et de pardon. Bon, on voit que Toretto a pardonné à Statham, que Statham s'est repenti, mais il y a surtout le truc au début du film où Toretto a un problème avec un mec, il fait une course contre lui, le mec envoie des motards balancer leur moto dans la voiture à Toretto, il pourrait avoir un accident, il peut en crever, etc., bien que Toretto est increvable. Le mec joue pas à la loyale, etc. Vin Diesel arrive à gagner en faisant une manœuvre complètement pas possible vu que son moteur s'embrase, le pare-brise explose. Ce que fait Toretto à ce moment-là, c'est qu'il met son bras devant la figure, d'ailleurs à la fin c'est ce qu'il va faire aussi quand le sous-marin nucléaire va exploser, c'est-à-dire qu'il y a une explosion nucléaire à la fin. Et qu'est-ce que fait Toretto? Il voit que ça va exploser et il fait la même chose au début du film, il fout son bras comme ça. Bref, le pare-brise explose, il fout son bras, il se prend tout le feu dans la tronche, etc. Puis à ce moment-là, ils arrivent sur la côte où il y a des vagues pas possibles qui s'abattent. À ce moment-là, je pensais que Toretto allait là, que l'eau allait retomber sur son capot, que ça allait éteindre le feu, voilà. Non, pas du tout. Ce que fait Toretto, c'est qu'il se fout en marche arrière. Et puis il fait tout le reste en marche arrière. Il balance du nos, il double le mec en marche arrière. Enfin, moi, c'est un truc que j'aimais bien, j'en ai parlé dans ma critique sur le dessin animé de Tarzan, que dans les courses-poursuites, qu'il y en a un qui se retrouve en marche arrière, l'autre en marche avant. Dans la vraie vie, c'est juste pas possible. Mais on s'en fout, ça fait un truc sympa, et puis voilà, bref. Donc, l'autre ne joue pas à la loyale. Vin Diesel fait des trucs de fou pour gagner. Il gagne. Le mec, finalement, lui dit, bon, on a parlé la voiture, ben, je te file ma voiture, et t'as mon respect, mec. Et Vin Diesel, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ta voiture, tu peux la garder, ton respect, ça me suffit largement. Et là, du coup, il grandit le mec en face. À la place de l'écraser et du coup mettre un rapport de dominant-dominé, que fait Vin Diesel? Il lui dit, garde tes trucs, il est bienveillant envers lui, et au final, ben, du coup, le mec devient plus ou moins un mec bien, vu qu'il vient aider Vin Diesel plus tard dans le film. Et on le voit, il y a une différence de comportement, la manière dont il se comporte après qu'on lui ait dit garde ta voiture, etc. Et le moment où il s'embrouille avec Vin Diesel juste avant, quoi. Où il se la joue à mort, il est pas du tout humble, il est malfaisant, etc. Et après, et une fois que Vin Diesel lui dit tu peux garder ta voiture, etc., ton respect ça me suffit, etc. Et ben le personnage change. Et c'est pas anodin, vu qu'il y a un dialogue où Charlize Theron, plus tard dans le film, dit à Vin Diesel, le mec envoie des motards pour te tuer pendant la course, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu lui prends même pas sa voiture, tu lui laisses sa voiture. Et il y a Vin Diesel qui dit en parlant de ce mec, j'ai fait bien plus que prendre sa voiture. Cet homme-là, je l'ai changé. Donc là, le scénariste, il montre qu'il est conscient de ce qu'il a fait en début de film, en mettant en scène cette espèce de pardon chrétien salvateur. Et quand je dis pardon chrétien, ça veut pas dire que les chrétiens sont tous capables de pardonner, etc. Et qu'automatiquement, dès qu'on est chrétien, ça y est, on est Jésus. C'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, c'est que c'est une notion qui est rattachée au christianisme, c'est-à-dire on commence par pardonner, c'est-à-dire la renaissance par le pardon. On pardonne et on redémarre sur des bases saines. Ce qui est aussi le principe du baptême. Enfin, comme on parle de religion, là, on parle du baptême, on s'immerge dans l'eau, on a de nouveau une naissance, c'est-à-dire qu'on se lave de tout ce qu'on a fait avant, et tout ce qu'on a fait avant, ça compte plus. Voilà, on s'immerge dans l'eau, on ressort de l'eau, et là, symboliquement, on renaît, et du coup, on part sur de bonnes bases. Donc, il n'est plus question de vengeance, il n'est plus question de rien du tout, on repart sur de bonnes bases. On n'a plus de ressentiment envers les autres, et on part sur de bonnes bases. C'est pour ça qu'on appelle ça le pardon chrétien, parce que c'est très rattaché à Jésus, etc.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui pardonnaient comme ça avant lui. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de Jésus est symbolique de ce pardon-là. Bref. Et je dis salvateur parce que ça évite aux situations de s'envenimer, le fait de pardonner n'importe quelle situation. Si à un moment donné on arrive à pardonner à un tiers, on peut éventuellement faire en sorte que la situation arrête de s'envenimer. Je répète la phrase de Gandhi, œil pour œil et le monde sera aveugle. Tout le monde a des choses à se reprocher, tout le monde a des vices. Tout le monde fait de mauvaises choses, à des degrés différents, évidemment. Si à un moment donné, moi, sur la route, je grille une priorité à un mec, je dis pas que je le fais. Mais si jamais je le fais, je serai pas au niveau de Staline ou d'Hitler, évidemment. Mais on a tous des choses à nous reprocher. Donc si on commence tous à vouloir punir les autres, à vouloir se venger des autres, de ce que les autres nous ont fait, etc., ce sera une escalade qui ne peut mener qu'à une chose, au chaos. Donc ce pardon-là est très important et c'est pour ça qu'il est salvateur. Donc le pardon chrétien salvateur qui est mis en scène dans le film et qui, plus tard, avec le dialogue entre Charlize Theron et Vin Diesel, est explicitement énoncé. Et puis voilà, je sais pas ce que sera la prochaine critique. Ce sera peut-être Will Hunting, faut que je vois parce qu'il y a des trucs que j'aimerais bien dire sur ce film. Il y a des idées qui sont très bonnes, il y a des détails du film qui seraient sympas à approfondir. Donc bref, ce sera peut-être ça, mais je garantis rien. A plus.